Salut à tous les amis, c'est Aiken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, un Killer Instinct où je vais vous parler du parcours d'un tueur en série. Un tueur en série qui a développé sa carrière criminelle dès son plus jeune âge. Il y a des trucs dans sa jeunesse qui l'ont aiguillé vers sa carrière de criminel. Je vais vous présenter ça. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et on est parti pour se plonger dans l'histoire macabre de Robert Hansen. Robert Hansen, il est né le 15 février 1939. Il est né dans l'Iowa, aux États-Unis, et il était le plus vieux de sa famille. Certes, il avait des parents, donc il n'était pas plus vieux qu'eux évidemment, mais il y avait deux personnes, ses frères et sa sœur, qui étaient plus petits que lui. Sa famille a eu un parcours en soi plutôt classique. Son père était danois, sa mère américaine. Ils ont déménagé ici et là, donc ils ont quitté l'Iowa, mais à un moment donné, ils y sont revenus. Le père de Robert, qui s'appelait Christian, tenait une boulangerie. Rapidement, Robert a aidé son père à la boulangerie, il y était employé, mais déjà, à cette époque-là, il avait quelques problèmes. Ce ne sont pas des problèmes en soi, mais pour lui, ça en était. Il était très timide, il était victime de bégaiement, et il avait un sévère acné durant son adolescence. Du coup, il s'est reclus, pas de la société, mais on va dire des personnes de son âge, il avait tendance à rester assez solitaire. Son acné lui provoquait également des cicatrices, ce qui faisait que les jeunes filles de son âge refusaient de lui donner de l'attention. Grosso modo, il allait draguer des filles, les filles le repoussaient et ça l'énervait. D'où le fait qu'il a commencé à développer une haine pour les femmes. Dans sa tête, il y a une petite graine qui a poussé et qui a été arrosée par les rejets des jeunes filles qu'il côtoyait. Cette graine, c'est la graine de la vengeance. Il s'est dit, je vais me venger des femmes. Mais c'est pas pour autant qu'il s'est dit je vais aller tuer mes camarades de classe, pas du tout. Ce qui s'est passé, c'est que d'abord lui était considéré comme quelqu'un certes de solitaire parce qu'il avait décidé de s'éloigner des gens, mais il était aussi également considéré comme quelqu'un de calme. Il avait des petits conflits avec son père qui était assez autoritaire. En même temps, son père était de 1 son père et de 2 son patron, donc ça pourrait créer certains conflits. Et dans cette situation-là, c'était le cas. Donc Robert a cherché une échappatoire. Il a trouvé un moyen de s'évader en se mettant à la chasse. Il s'est également mis au tir à l'arc, en tout cas des activités de tir. Le temps passe, on arrive en 1957 et Robert décide de s'engager dans l'armée. Il sert 1 an, puis il est démobilisé. Et après ça, il s'est converti à la vie civile en devenant instructeur de forage dans une académie de police. Il est toujours dans l'Iowa et alors qu'il mène sa petite barque tranquillement, il rencontre une femme qui est plus jeune que lui et qu'il épouse. Mais je vous ai dit, il y a une petite graine dans la tête de Robert qui a poussé, et là, on va dire qu'elle a éclos. Parce que Robert a été arrêté pour son premier crime. Un crime qui n'a rien à voir avec sa carrière de criminel que je voulais aborder plus tard. Le crime qu'il a commis, c'est d'avoir incendié un bus scolaire. Bus scolaire qui appartenait en soi au lycée où lui avait fait ses études. Et déjà, ça c'était un premier acte de vengeance. Il a incendié ce bus pour se venger de son impopularité au lycée. Il a été vite arrêté et condamné à 20 mois de prison. Alors qu'il est incarcéré, on lui fait un petit diagnostic psychologique où le psychiatre découvre que Robert est atteint de maniaco-dépression avec des épisodes schizophréniques périodiques. Robert Hansen semble avoir une personnalité quelque peu infantile et il est obsédé par la vengeance. Il veut se venger absolument des personnes qui, selon lui, donc ça se trouve quelqu'un lui a juste dit bonjour, lui considère que la personne lui a mal dit bonjour, boum, il veut se venger de lui. Alors qu'il était toujours incarcéré, la femme qu'il avait épousée se dit c'en est trop, elle demande le divorce. Du coup, dans la tête de Robert Hansen, cette petite graine de vengeance, la graine dédiée à la vengeance des femmes, pousse encore de nouveau. Il se dit je me fais encore rejeter, je dois me venger des femmes. Après avoir purgé ses 20 mois de prison, Robert Hansen est libéré, sauf que au cours des années qui ont suivi, il a toujours été enfermé pour des petits larcins. Il est récidivé sur diverses choses. On arrive en 1967, Robert a rencontré une autre femme qu'il a épousée de nouveau. Il a même eu 2 enfants. Là, on dirait que Robert entame une nouvelle étape de sa vie. Il a déménagé en Anchorage en Alaska. Il est plutôt apprécié de ses voisins. Il est très actif au sein de la communauté de chasseurs. Il établit même quelques records. Donc en soi, on pourrait penser que la vie de criminel, la vie assez négative de Robert est derrière lui. Mais c'est pas le cas. En 1971, Robert est arrêté 2 fois. La première fois, c'est parce que il aurait tenté d'enlever et d'abuser d'une femme au foyer, dont on ne connaît pas l'identité. Et après, la deuxième fois, c'est qu'il aurait, non pas tenté mais réussi, d'abuser une femme, une prostituée, dont on n'a pas le nom également. D'ailleurs, il aurait menacé ces femmes. C'était pas des agressions à main nue, il avait une arme mortelle, un couteau, pour
forcer les femmes de faire ce qu'il voulait. Après cette arrestation, Robert a été condamné. Il n'a pas été condamné à une lourde peine parce qu'il se trouve que la plainte de la prostituée est passée un peu à la trappe parce qu'il y a eu un accord ou quelque chose comme ça. Donc il a été condamné que par rapport à la première arrestation. Il était condamné à 5 ans de prison. Il a fait 6 mois et après on l'a mis dans un programme de travail à l'extérieur. En gros, il faisait des travaux d'intérêt généraux. En 1976, alors que Robert Hansen est dehors, il est de nouveau arrêté. Cette fois-ci, Robert plaide coupable de vol. Il aurait essayé de voler une tronçonneuse. Là, déjà arrêté plusieurs fois, il a une peine sévère par rapport au crime qu'il a commis. Il est condamné de nouveau à 5 ans de prison. Alors qu'il est incarcéré, on lui demande de suivre un traitement pour traiter son trouble bipolaire. Au bout d'un moment, sa peine est révisée et elle est même allégée. Ce qui fait que rapidement, Robert se retrouve de nouveau en liberté. On ne sait pas précisément quand Robert Hansen a commencé à tuer. On suppose qu'il a commencé en 1972 parce que des meurtres ont été traités par la police qui avaient le même mode opératoire. Ce mode opératoire qui était de prendre une prostituée dans sa voiture, de la menacer avec une arme à feu pour la conduire jusqu'à son domicile et ensuite d'abuser d'elle. Après ça, la victime sera emmenée dans une zone isolée et assassinée. Mais pas assassinée entre guillemets de sang-froid en mode exécution, on n'en parle plus. Assassinée pendant un jeu assez malsain, comme en soi une session de chasse. La victime serait libérée, elle aurait l'opportunité de prendre la fuite et son assassin la chasserait comme il chasserait du gibier pour mettre un terme à sa vie. Certaines victimes ont été retrouvées sans vie sous les coups d'une arme à feu ou alors à cause d'un couteau, d'une arme blanche. Ce qu'on sait en tout cas, c'est que le 13 juin 1983, Robert Hansen a offert à une femme, Cindy Paulson, $200. $200 pour qu'elle lui fasse une gâterie. Cindy est montée dans la voiture de Robert et une fois assise, là Robert a sorti une arme à feu et l'a menacée. Elle devait rester dans le véhicule pendant que Robert lui conduisait jusqu'à chez lui. Chez lui, il l'a retenue captive, il l'a torturée, il a abusé d'elle à plusieurs reprises. Elle a été enchaînée par le cou à un poteau dans le sous-sol de la maison de Robert, alors que lui était sur le canapé d'à côté en train de taper sa meilleure sieste. Quand il s'est réveillé, Robert l'a remise dans la voiture, il l'a conduit jusqu'à un aéroport, et alors qu'il était en train de conduire, il a dit qu'il voulait l'emmener dans sa cabane. Il faisait référence en fait à sa cabane de chasse. Cette cabane se trouvait dans une zone isolée qui n'était accessible que par bateau ou par avion. Donc pratique pour cacher des corps. Une fois arrivé à l'aéroport, c'était pas un gros aéroport, c'était pas le truc genre Orly ou quoi que ce soit, c'était un petit truc où tu pouvais avoir ton avion privé, une sorte d'aérodrome plutôt. Et bien Robert lui était en train de préparer le cockpit alors que Cindy Paulson, elle, était à l'arrière du véhicule, toujours, elle n'avait pas été sortie, elle était accroupie juste devant le siège arrière, menottée, les bras devant son torse. À ce moment-là, elle se dit, si je dois m'enfuir, c'est maintenant. Alors que Robert était en train, du coup, de s'occuper de la préparation de l'avion et qu'il avait le dos tourné à son véhicule, Cindy, elle, a rampé jusqu'au siège conducteur. Vous vous doutez bien qu'un tueur, il prend quand même quelques précautions. Donc en fait, toutes les portes, sauf celle côté conducteur, étaient verrouillées. Donc c'est pour ça qu'elle a dû ramper vers le siège du conducteur pour sortir. Donc elle arrive à en sortir, elle s'enfuit jusqu'à l'avenue la plus proche. Elle est remarquée par des conducteurs qui passaient par là, elle a été emmenée à la police, c'est comme ça qu'en fait on a eu toutes ces informations là. Elle dit à la police qu'elle a laissé même ses baskets bleues à l'arrière du véhicule de Robert, ce qui pourrait indiquer une corrélation entre Robert et ce qui s'est passé, comme ça on a vraiment une preuve tangible. Apparemment Robert Hansen aurait paniqué, il aurait essayé de suivre Cindy quand elle s'est enfuie, mais voyant qu'un camion s'arrêtait pour récupérer la jeune femme, Robert a décidé de ne plus s'en mêler et d'essayer de prendre la fuite. Je vous épargne la fuite de Cindy Paulson parce qu'en soi, elle n'a pas été directement emmenée à la police. Elle voulait à tout prix retrouver son petit ami, donc elle a été emmenée dans un bar pour appeler son petit ami. Le bar disait mais non, on va appeler la police, et quand la police est arrivée au bar pour la récupérer, elle était partie à l'hôtel. Bref, tout un truc. En gros, elle n'est pas allée direct à la police, mais quand la police l'a retrouvée, elle était toujours menottée dans une chambre d'hôtel. On avance un petit peu, du coup on esquive, je vous épargne cette partie-là. La police, du coup, ils ont une piste, c'est Robert Hansen. Il est interrogé par la police, et bien sûr, il nie les faits. Il dit qu'en fait, Cindy Paulson, d'ailleurs, essaie juste de lui causer des ennuis, parce qu'elle veut simplement lui extorquer de l'argent. La police a tendance d'abord à le croire, parce que bien qu'ils aient son casier judiciaire, ils savent que Robert a des démêlés avec la justice, qu'il a eu plusieurs affaires qui pourraient en soi, non pas l'incriminer, mais qui pourraient faire douter de sa parole. Eh bien, il a un comportement très calme, il est très doux. Donc les enquêteurs se disent, un mec comme ça
c'est pas possible qu'il ait fait quelque chose de la sorte. C'est pas possible qu'on puisse lui associer des événements aussi ignobles. En plus de ça, Robert a un ami, John Henning, qui lui donne un alibi. Donc pour le moment, Robert n'est pas du tout considéré comme le suspect principal de l'affaire. Mais rappelez-vous, on suppose que Robert Hansen a commencé à tuer avant ces événements, en 1972, parce que des corps avaient déjà été retrouvés. Tout cela avait créé une affaire qui était gérée par le détective Glenn Flott, et du coup ils avaient déjà découvert 3 corps. 3 corps qui semblaient avoir été laissés sans vie par le même auteur, parce que le mode opératoire était similaire. Du coup ce détective qui galère un petit peu appelle le FBI pour demander un profiling. Il demande à ce qu'on puisse établir un profil, le profil du tueur, à partir de tout ce qui a été découvert. L'agent du FBI qui s'est chargé de tout ça s'appelle John Douglas, et pour lui, selon ce qu'il pensait par rapport à tout ce qui a été découvert, c'est que l'auteur des meurtres était un chasseur expérimenté, qui n'avait pas une grande estime de soi, quelqu'un qui aurait été sûrement rejeté par les femmes, vu que toutes les victimes étaient des femmes, et qui gardait des souvenirs de ces meurtres comme des bouts de vêtements, des bijoux. Il a également suggéré que l'auteur des meurtres pourrait être quelqu'un victime de bégaiement. C'est quand même fou, hein, quand tu vois à quel point ce profil correspond à Robert Hansen. Je trouve ça incroyable quand tu vois les méthodes de profiler là. Tu te dis c'est fou comment ça colle à partir de trucs quoi. C'est fou parce que tu te dis qu'en fait quelque chose que tu peux faire désigne totalement ta personnalité. Tu vois, ils sont capables par rapport à ce que tu peux faire de signaler que pendant ton enfance tu avais des problèmes, que tu peux bégayer, que tu as été rejeté par les femmes et tout. Tu vois, je trouve ça vraiment incroyable comme truc ça. D'ailleurs, petite anecdote hors sujet, si jamais vous kiffez un petit peu ce genre de choses, il y a la série Mindhunter sur Netflix qui raconte un peu comment est arrivé le profilage, comme on dit en français, au FBI. Je crois que c'est au FBI. En tout cas, très bonne série. Je vous la conseille si jamais vous êtes amateur du genre. Et on revient sur le Killer Instinct. Glenn Flott, il a son profil, il compare ça avec tous les suspects qu'il y a pu avoir, et il y a une personne qui ressort. Cette personne-là, c'est Robert Hansen. Il analyse un peu plus en détail la chose, effectivement chaque détail correspond, et en plus de ça, ça correspond au témoignage de Sidney Paulson qui disait que il avait un avion. Et effectivement, Robert en a été propriétaire. Donc, grâce au profilage et au témoignage, Glenn Flott obtient un mandat pour fouiller notamment l'avion de Robert Hansen, ses véhicules et sa maison. Du coup, le 27 octobre 1983, après la fouille de tout ça, il y a plein de choses qui ont été découvertes. Des bijoux appartenant à des femmes qui soit avaient été portées disparues, soit dont les corps avaient été retrouvés. Dans un coin du grenier de Robert Hansen, il y avait des armes à feu qui avaient été cachées, une carte aéronautique cachée derrière la tête de lit de Robert Hansen, et en plus de ça, sur cette carte, il y avait des petits X notés dessus, comme s'il avait marqué un peu comme une carte au trésor. Et d'après vous, qu'est-ce qu'on trouvait là où étaient placés ces X? Alors soit on avait déjà trouvé quelque chose, le corps de victime, ou alors, quand on a fait des fouilles plus tard, avec cette carte-là, eh bien on a trouvé d'autres corps qu'on n'avait pas encore découverts. Du coup, forcément là, Robert Hansen il est foutu, mais lui, il nie quand même les faits. Au bout d'un moment, il comprend quand même qu'il n'y a rien à faire. Toutes les preuves sont contre lui, donc il essaye non plus de se défendre en disant ce n'est pas moi. Il essaye maintenant de justifier ses actions en disant les femmes sont horribles, elles m'ont fait ci, elles m'ont fait ça, elles le méritaient, comprenez-moi, etc., etc. Il a dit qu'il avait commencé sa série d'attaques en 1971 ou 1972, dans ses premières années. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas forcément associé certains crimes à Robert Hansen directement, c'est qu'il attaquait en fait des jeunes femmes entre 16 et 19 ans, donc des très jeunes femmes, qui n'étaient pas des prostituées. Donc en fait, vu que ça s'éloignait un petit peu de son mode opératoire des années après 1972, en fait on n'a pas réussi à lui associer directement ces crimes-là, alors qu'en fait c'était bien lui. On pense que Robert Hansen aurait assassiné 17 femmes. Officiellement, lui a attribué que 4 meurtres. Et concernant Sidney Paulson, n'ayant pas été assassinée, elle, c'est une charge en plus qui s'est ajoutée, c'est-à-dire le kidnapping et l'abus. Robert Hansen, pendant son procès, il plaide coupable. Il a fourni des détails également concernant les meurtres qu'il a pu commettre. Il a aidé les enquêteurs à déchiffrer sa fameuse carte aéronautique. Il a emmené même les enquêteurs sur pas moins de 17 tombes qu'il avait lui-même construites. Et dans ces 17 tombes, il y en avait 12. De personnes, on savait pas qu'elles étaient mortes. Tu vois, les enquêteurs, ils sont tombés dessus, ils se sont dit, si Robert Hansen n'avait pas été arrêté, ils l'auraient jamais su. Vu les multiples charges qui pesaient contre Robert Hansen, parce qu'il n'y avait pas forcément uniquement que, on va dire, les meurtres et le kidnapping, il y avait aussi menaces à l'arme à feu, il avait fait des fraudes à la science, il y avait vraiment plein de charges contre lui. Du coup, il a été condamné à une peine de prison assez longue, hein, on va pas se mentir. Il a été condamné à 461 ans de prison, sans possibilité de libération conditionnelle. Il a fait plusieurs prisons.
Ici et là, il a été transporté dans une prison puis dans une autre, pour finalement décéder il n'y a pas si longtemps que ça, le 21 août 2014, alors qu'il était âgé de 75 ans. Il avait quelques problèmes de santé, après quand on vieillit, ça arrive, mais il n'a pas été assassiné en prison, il s'est pas donné la mort, il est mort de cause naturelle. C'est là que se termine l'histoire morbide de Robert Hansen, comme quoi on voit que c'est une histoire qui a duré un moment, mais qui a commencé aussi dès sa jeunesse. Et ça, je sais que je le lis dans pas mal de vidéos sur les tueurs, c'est quelque chose qui arrive quand même assez fréquemment de voir que déjà tout commence dans l'enfance des tueurs. Je sais plus si c'est un truc de profilage ou quoi, mais quand tu te renseignes un petit peu sur les caractéristiques des tueurs en série, tu vois souvent qu'il y a je sais pas, sur les enfants, t'as t'as la violence sur les animaux, t'as d'autres trucs, mais c'est fou quand même de voir que ça commence quand même super tôt. Tu pourrais potentiellement déceler le fait que quelqu'un pourra potentiellement plus tard devenir un tueur en série. T'imagines, tu vois quelqu'un, tu connais un peu du coup les caractéristiques de la jeunesse, tu vois un enfant qui a tendance à faire du mal aux animaux, qui a un milieu familial un peu compliqué et je sais plus quoi d'autre. T'imagines, tu te dis, ce garçon-là, dans 10 ans c'est un tueur, et effectivement 10 ans plus tard, tu regardes dans la presse et tu vois que, bah oui, c'est un tueur. T'imagines, qu'est-ce que tu peux faire, tu vois. Après, je pense que ça emmène à un grand débat, parce que, imagine, tu pars sur un truc archi radical, tu te dis, bah ceux qui ont ces caractéristiques-là, tu les enfermes, ou tu les éloignes de la société. D'un côté, tu pourrais potentiellement empêcher des meurtres, certes, mais d'un autre côté, tu punis quelqu'un pour quelque chose qu'il n'a pas fait, qu'il ne fera peut-être pas, mais d'un autre côté, peut-être qu'il l'aurait fait, tu vois, c'est fou, hein, quand tu réfléchis un petit peu à ce genre de choses. Tu te dis, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Est-ce que t'attends? Parce que c'est comme ça que fonctionne la justice d'un côté, hein. La justice fonctionne d'une manière où tu punis pour quelque chose qui a été fait, mais il n'y a rien qui existe pour prévenir. Après, ce qui est chaud, c'est que tu peux pas te dire non plus, c'est pas parce qu'un enfant a des caractéristiques particulières que forcément ça veut dire qu'il va mal tourner. Tu vois, c'est tellement complexe, l'être humain, que c'est fou. Il y avait une série comme ça à l'époque, je crois que ça s'appelait, ouais c'est ça, c'est Person of Interest. C'était un mec qui avait fait une machine qui permettait en gros de prévenir les crimes, tu vois, genre il disait, ce mec-là il a une probabilité soit qu'il commette un crime, soit qu'il soit victime d'un crime. Et du coup, tu vois, ça permettait de faire des histoires assez intéressantes. Mais voilà, faudrait peut-être une machine comme ça, une machine qui pourrait prédire la probabilité que toi, tu vas faire un crime. Non, j'en sais rien, après tu te dis ça remettrait en cause nos libertés, etc. etc. C'est quand même super complexe comme sujet, je trouve. Et j'ai pas l'impression qu'il y ait de solution. Peut-être que vous, en commentaire, vous aurez une solution toute trouvée. Hein. Peut-être que vous avez déjà réfléchi à la question. Bon les amis, j'espère que cette histoire vous a intéressé. Moi, j'ai bien aimé vous la présenter. C'est une histoire de tueur que j'ai trouvé assez intéressante. Encore une fois, on voit un homme rempli de vices. Je sais pas si statistiquement parlant on a plus de tueurs hommes que de tueurs femmes. Je sais pas. J'ai l'impression que sur la chaîne pour le moment j'ai fait pas mal d'hommes. J'ai fait des enfants. Après j'ai fait des enfants garçons et filles. Mais je suis pas sûr d'avoir parlé déjà de tueuses en série. Faudrait que je le fasse aussi. Comme ça on a un peu d'égalité là-dessus. Et puis même comme ça permet de voir d'autres choses aussi. Peut-être que les femmes ont une manière totalement différente d'aborder les meurtres que des hommes. Tu vois, peut-être que les hommes sont plus bruts alors qu'une femme sera plus réfléchie. Je sais pas, je me dis que ça pourrait être intéressant de voir un petit peu cette différence-là. En tout cas les amis, si vous avez passé un bon moment devant la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Nous on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!